C'est un vrai plaisir aussi d'être là. D'abord, vous avez un pays splendide. Hein. Je l'ai encore apprécié en arrivant ici en train jusqu'à Carcassonne, un pays magnifique. Il faut qu'il reste comme il est actuellement. Hein. Et c'est pour ça que cette question changement climatique, quel risque, mais quel remède aussi. On a des remèdes. Les uns et les autres, hein. Pas seulement, il ne faut pas attendre que ça vienne de Trump, je ne sais pas quelle décision il a prise là. Paraît-il que c'est dans 10 minutes qu'il doit prendre sa décision. Hein. Espérons qu'elle aille dans le bon sens, vous verrez qu'on a vraiment intérêt qu'elle aille dans le bon sens. Parce que ce que disent les scientifiques, et en particulier les climatologues, quand même, c'est basé sur des réalités, c'est pas simplement des effets de quelques, disons, de quelques lobbies scientifiques. Il y en a aussi des lobbies scientifiques. Hein. Donc, je suis contente d'être avec vous et je trouve que vous êtes très nombreux et ça me surprend. Je suis venue ici il y a 4 ans pour vous parler des nanotechnologies et des impacts sanitaires des nanotechnologies. Le sujet est assez différent, là, vous voyez, changement climatique et santé. J'ai cette chance parce que j'appartiens en tant que professeur émérite à des groupes d'experts au niveau du ministère de l'écologie et du ministère de la santé qui s'intéressent justement à ces questions très larges des relations entre l'homme et l'environnement. De sorte que du coup je peux aborder ces différentes questions. Et j'estime qu'en tant qu'universitaire, même si je suis universitaire en retraite théoriquement, je dis théoriquement parce que je fais beaucoup de conférences comme celle-là, eh bien c'est aussi de ma responsabilité, de mon rôle de venir expliquer les choses qu'on a pu acquérir dans mon domaine avec mes collègues au cours de dizaines et de dizaines d'années d'expérience. Voilà. Alors j'aime bien démarrer ce type de conférences et aussi les conférences que je fais sur ce que je connais très bien, le changement aussi, la pollution atmosphérique et les impacts sanitaires. Je vous en dirai un mot aussi. Sur cette photo prise de Paris un jour comme aujourd'hui, un jour magnifique mais sans vent, hein, parce que là c'est important qu'il n'y ait pas de vent, un jour avec du soleil. C'est pris du haut de la tour Montparnasse et vous voyez ici, hein, vous voyez en fait, je vais prendre ça puisque voilà, je vais revenir là à la précédente, donc ici, vous voyez ici cette couche, c'est la couche, disons le couvercle de pollution qu'on a très régulièrement dans la région parisienne. Je pense qu'ici, vous en avez certainement beaucoup moins. Vous en avez sûrement à Montpellier, il y en a beaucoup à Marseille. Marseille est une ville très polluée. Il y en a beaucoup à Lyon, beaucoup aussi dans le nord. Vous voyez, ce couvercle de pollution, et qui en fait est un aérosol qui contient donc tous les gaz d'échappement des véhicules, mais pas seulement, il y a aussi le chauffage urbain, si par hasard c'était peut-être un jour d'hiver, je ne me souviens plus. Et sous l'effet du soleil, hein, donc du rayonnement UV, on a à la fois on a la formation d'ozone. Et je reparlerai tout à l'heure de l'ozone, qui est un gaz qui pose des problèmes sanitaires importants, mais pas seulement pour l'homme, aussi des problèmes sanitaires pour la végétation. Parce que l'ozone, ça attaque la végétation. Et de sorte que quand on a donc à la fois de l'ozone, c'est ce qui donne cette couleur un peu rougeâtre quand on voit ces brouillards photochimiques donc au-dessus des villes polluées. Quand on a cela, plus des particules, plus d'autres composants dans l'atmosphère, tout cela étant bien sûr respiré, eh bien vous avez forcément un impact sur la santé. Alors, on verra que justement cette question du changement climatique va jouer entre autres sur la production de ces polluants atmosphériques, mais bien sûr pas seulement sur ces questions. Alors, vous savez qu'il y a des climato-sceptiques, hein, donc Trump apparemment en est l'un d'entre eux, s'il y croit vraiment, j'en sais rien. Mais en tout cas, autour de lui, il y a des climato-sceptiques, dont celui qui a été élu, enfin plutôt, qui est devenu président de l'EPA, c'est-à-dire l'Environmental Protection Agency, qui correspond à la fois au ministère de l'écologie et aux organismes et agences
qui étudie l'impact de l'environnement sur la santé, sur l'environnement et de façon générale sur donc cette relation santé-environnement, eh bien, qui est un climato-sceptique. Quand on voit ces courbes, on se dit quand même que c'est difficile d'être climato-sceptique. Ce qui ne veut pas dire que tout est associé à l'activité humaine. Il y a sans doute d'autres facteurs, on en parlait tout à l'heure, mais malgré tout, vous voyez ici, ce sont des données qui viennent de Météo France, qui a commencé à prendre des mesures de température depuis 1900 jusqu'à maintenant. Et ici, ce que vous avez, c'est la variation annuelle par rapport à une moyenne qui a été calculée sur la période 1960-1990, donc et qui correspond ici à la ligne de base. Alors, ce qui donc apparaît comme des barres bleues, là, c'est la variation donc négative, en quelque sorte, par rapport à cette moyenne, et les barres rouges, ce sont les variations positives. Alors, on voit que ici, jusque vers 1990, donc à la fin du XXe siècle, on a des barres bleues donc, et des barres rouges, ça s'équilibre. Et puis, à partir de 1990, vous voyez qu'il y a une évolution continuelle d'augmentation. On n'a plus que des barres rouges, ce qui veut dire que depuis 1990, dans les mesures effectuées par Météo France, eh bien, il s'avère qu'il y a en permanence une augmentation de la température des années chaudes, donc depuis pas loin de maintenant plus de presque 30 ans, hein, donc une augmentation de cette température en France. Et donc ces données, bien sûr, ne viennent pas que de Météo France, elles ont été constatées par les climatologues. Et donc, ce que le GIEC a développé depuis maintenant une trentaine d'années, c'est un suivi au niveau mondial de cette évaluation, cette évolution de la température sur les différentes parties du globe. Alors, donc, à partir de cela, des modèles ont été développés. Et ce sont ces modèles qui ont été appliqués pour pouvoir faire des prévisions sur ce qui peut se produire jusqu'à la fin du XXIe siècle. On ne va pas au-delà. En ce qui concerne donc, ce processus d'augmentation de la température si on ne fait rien. Et en particulier, donc, ce qui apparaît quand on applique ces modèles, c'est que le nombre de jours supérieur à 25 degrés, c'est-à-dire, c'est donc ici ce qui apparaît en rouge le plus foncé, en prenant ici cette carte de référence où de 1976 à 2005, on voit ici qu'effectivement il y a les jours supérieurs à 25 degrés se situent essentiellement sur le pourtour méditerranéen, donc en particulier ici, mais vous voyez surtout sur la zone Marseille et la côte d'Azur. Eh bien, si on considère ce qui va se passer jusqu'en 2100, eh bien, vous voyez qu'on va en fait augmenter ce nombre de jours et qu'en fait on va avoir des épisodes de canicule qui vont devenir de plus en plus importants. Alors, ces épisodes de canicule, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on risque d'avoir des épisodes comparables à ce qui s'est passé en 2003, où on a observé pendant cet épisode particulièrement dramatique, en particulier dans la région parisienne, où on n'était pas du tout adapté à prendre des dispositions devant une telle élévation de la température, eh bien, en fait, on risque d'avoir à traiter régulièrement, donc au cours des étés en particulier, de tels épisodes. Donc il va falloir s'adapter. Mais il ne faut pas seulement s'adapter, il faut aussi, bien sûr, faire en sorte qu'on n'arrive pas à une telle situation, c'est-à-dire qu'on puisse arriver à atténuer le phénomène. D'où les propositions qui ont été faites dans le cadre de l'accord de la COP21, où on ne veut pas laisser les choses évoluer de façon à ce qu'on arrive pour la France, mais pour le reste du monde, où ça risque, d'ailleurs dans certaines régions du monde, d'être beaucoup plus dramatique, en particulier en Afrique, hein, dans les zones subsahariennes,
et aussi en Asie, dans les zones aussi où donc on va avoir une élévation de niveau de la mer, c'est-à-dire au niveau des îles. Eh bien, donc il faut faire en sorte qu'il y ait une atténuation, pas seulement une adaptation avec donc une prise de conscience et ensuite des réglementations, des façons de faire pour traiter le problème quand il se produit, en particulier pour des épisodes de canicule. Et on a vu qu'après l'épisode de 2003, on a fait ce qu'il fallait effectivement pour faire en sorte qu'il y ait moins de décès avec une telle élévation de température, mais il faut atténuer. D'autant plus que non seulement l'élévation de température va avoir des effets sanitaires sur des personnes vulnérables, mais aussi ça va augmenter des épisodes de formation d'ozone, comme ce que je vous ai indiqué sur la première image. Et en fait, on sait qu'en 2003, les décès, on a eu un surplus de près de 30 000 décès, hein, donc en France, au moment de cet épisode qui a duré quand même assez peu de temps, hein, une quinzaine de jours. Eh bien, ces décès n'étaient pas seulement liés à l'élévation de température, en particulier pendant la nuit, mais aussi à la présence d'ozone en quantité trop importante dans l'atmosphère, associée à la présence de particules. Donc, vous voyez, l'élévation de température, ça conduit, en fait, à des mécanismes au niveau de l'atmosphère qui vont être complexes et qu'il faut considérer de façon globale. Et donc, il faut à la fois trouver des méthodes pour s'adapter, mais surtout trouver un moyen d'atténuer cette évaluation. Et vous savez que dans le cadre du GIEC, on propose, et c'est ce qui a été repris par l'accord de Paris, donc la COP21, de ne pas dépasser les 2 degrés d'augmentation. On est sûr qu'il y aura une augmentation, mais ne pas dépasser les 2 degrés, alors que si on ne fait rien, on ira jusqu'à au moins 6 degrés d'augmentation jusqu'à la fin du siècle. Alors, pour vous, bon, j'imagine qu'il y a donc ici un certain nombre de vignerons, vous connaissez déjà donc, ces projections, hein. Projections bien sûr qui sont associées à de la modélisation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que les modèles, bien sûr, ne sont pas à réviser. Si on arrive à trouver des solutions pour atténuer ces effets de l'élévation de la température et le changement climatique, on n'aura certainement pas ces résultats. Par contre, si on ne fait rien, eh bien, vous voyez l'extension des vignobles actuels, hein, que vous connaissez mieux que moi, en particulier ici en France. Eh bien, les modélisations laissent prévoir qu'il va y avoir un déplacement vers le nord de ces vignobles et qu'en particulier, il y a des zones dans lesquelles ces vignobles, et c'est le cas de votre région, ces vignobles risquent de disparaître. Et par contre, des régions qui normalement n'étaient pas capables de cultiver de la vigne vont pouvoir les cultiver, en particulier la Grande-Bretagne, mais aussi le nord de l'Europe, ce qui change totalement ce qu'on connaît actuellement. Alors, cette vision un peu catastrophique de la situation, c'est celle où on ne fait rien, là encore. Par contre, si on arrive à faire en sorte que l'élévation de température ne soit pas supérieure à 2 degrés, eh bien, il va y avoir une meilleure production de vin dans ces zones européennes et en particulier françaises, avec une qualité de vin qui va peut-être évoluer, mais qui sera avec peut-être de meilleurs rendements, donc plutôt quelque chose de bénéfique, c'est-à-dire qu'une élévation modérée de la température ne sera pas catastrophique, alors qu'une élévation importante risque de l'être. Donc tout ça, ce sont des arguments pour dire qu'il faut absolument agir. Et on va voir comment on peut agir, sur quoi il faut agir, et pourquoi il faut agir. Alors, peut-être que vous êtes tous absolument au courant de ce que ça veut dire, effet de serre. Je me suis dit que c'était peut-être quand même pas si mal que ça de le réexpliquer, parce qu'on entend partout parler de ça, l'effet de serre, l'effet de serre. Bon, on sait tous ce que c'est qu'une serre, hein. Bon, bien
En hiver, vous avez des plantes qui sont vulnérables au froid, qu'on va mettre dans une serre, parce que justement, le soleil, ça va permettre, en frappant une surface qui va être du verre, de maintenir à l'intérieur de la serre une température plus élevée qu'à l'extérieur. Ça, c'est l'effet de serre qu'on connaît. Mais l'effet de serre au niveau du globe, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, d'abord, il faut avoir en tête qu'on est protégé des rayonnements solaires par l'atmosphère. L'atmosphère, c'est quelque chose de fondamental. S'il n'y avait pas d'atmosphère autour de la Terre, on ne serait pas là. Hein. Donc, l'atmosphère s'est constituée au cours de milliards d'années, à partir en particulier de la production primaire des organismes qui vivaient dans l'océan primitif. Et donc, il est composé, comme vous le savez, hein, d'oxygène, mais aussi du gaz carbonique dans l'atmosphère. Hein. Et en particulier, il y a une couche d'ozone qui est absolument nécessaire, là, qui est donc associée à la partie stratosphérique, c'est-à-dire celle qui est la plus à l'extérieur de l'atmosphère. Et cette couche d'ozone est absolument impérative. Vous vous rappelez du trou dans la couche d'ozone, hein, quand on en a parlé il y a maintenant, mais on a réussi à remédier à ça. On a réussi à faire que ce trou progressivement se comble. Donc, avec des actions précises sur les gaz produits par l'homme qui les provoquaient, les CFC. Donc, cette stratosphère plutôt, qui recouvre la troposphère, celle qu'on respire, eh bien, elle va arrêter une partie des rayons solaires. Et donc, en fait, environ 50% de ces rayonnements solaires sont renvoyés vers le cosmos, 20% sont absorbés, en particulier les UV, qui sont absorbés par la couche d'ozone, et environ 50% donc, vont se retrouver dans donc, la troposphère, celle qui est proche de nous, que nous respirons, et qui va donc, ces rayonnements vont se retrouver donc réfléchis au niveau du sol, qui se réchauffe, et qui, comme tout corps qui se réchauffe, renvoie des infrarouges. Alors, ces rayons infrarouges qui vont réchauffer donc, notre environnement, d'où l'effet de serre. Donc, l'effet de serre existe depuis qu'il y a de l'atmosphère sur la Terre, permet d'avoir une température sur la Terre qui a permis le développement de la vie, hein, sinon il n'y aurait pas eu ce développement. Donc cet effet de serre, il est absolument nécessaire. Il faut avoir ça en tête. Hein, donc s'il n'y avait pas ça, eh bien, il n'y aurait pas eu le développement qu'on connaît sur la Terre, le développement de la vie. Mais ce qui s'est produit au cours disons, des 50 dernières années, c'est qu'à travers donc, disons, le développement industriel et aussi le fait que la population humaine est augmentée de façon absolument considérable, avec tout ce que ça représente donc, en termes disons, de production de déchets, donc destruction ensuite de déchets, de besoins énergétiques pour l'augmentation de cette population, besoins alimentaires, etc. Eh bien, donc, les activités humaines ont renvoyé dans l'atmosphère un certain nombre de gaz, en particulier du gaz carbonique, mais aussi du méthane, et on va voir d'autres gaz également associés à nos activités, qui concourent, qui augmentent cet effet de serre. Alors, l'effet de serre, donc, il est aussi lié à la présence des nuages, donc, une grande partie de l'effet de serre et de la température sur la Terre est associée au fait que ces rayons infrarouges, bien, en fait, ils ne vont pas donc, quitter notre atmosphère parce qu'il y a ces nuages, mais donc ça c'est le phénomène normal, mais donc c'est rajouté à ce phénomène normal cette production de gaz associée aux activités humaines. D'où cette augmentation de température qu'on a vu tout à l'heure, relevée par Météo France pour la France, mais ce qui s'observe à l'échelle mondiale. Hein. Donc ce sont, et là, pour moi en tout cas, mais pour, je pense, la très grande majorité des scientifiques,
l'importance de l'activité humaine dans l'augmentation de la température globale, hein, parce qu'on a des épisodes qui peuvent être plus froids à certains moments, plus chauds à d'autres, et surtout donc cette instabilité du climat que vous avez pu constater, en particulier dans votre région, avec les épisodes sévenols qui arrivent à répétition, les tempêtes, etc., des périodes de sécheresse, et puis d'autres périodes où au contraire plus de pluie, enfin, donc ces changements, eh bien, pour les spécialistes du climat et pour, je pense, la très grande majorité des scientifiques dont je suis, c'est associé au fait que les activités humaines ont déstabilisé des équilibres qui, pouvaient être sur de très longues périodes, depuis la constitution de la Terre, et qui, en fait, ont accéléré un processus qui, normalement, évolue sur un temps très très long. Donc, l'activité humaine, pour nous, paraît absolument évidente dans l'augmentation de la température moyenne, même si on a des périodes où on se dit, le changement climatique, c'est quoi? En fait, le réchauffement climatique, il fait plus froid que d'habitude. En fait, c'est l'augmentation de la moyenne qu'on a vu tout à l'heure. Alors, quels sont les gaz qui contribuent à cet effet de serre et produits essentiellement par les activités humaines? D'abord, le dioxyde de carbone, le gaz carbonique. Alors, il y a une partie qui est produite naturellement par les organismes, en particulier les animaux, les organismes animaux et végétaux aussi, et puis une réabsorption par les forêts, il faut le savoir, donc une réabsorption du gaz carbonique. Ça, ce sont les équilibres normaux. Ce qui s'est produit, c'est à travers l'industrialisation et nos sociétés modernes, c'est donc un surplus de production de gaz carbonique, en particulier avec les centrales thermiques, et on verra que ce sont effectivement les pays qui utilisent le plus les centrales thermiques, en particulier au charbon, qui sont les gros émetteurs de gaz à effet de serre. Il y a aussi le transport. Alors là, le protoxyde d'azote, c'est-à-dire le dioxyde d'azote, qui est produit en particulier par les moteurs diesel, on va le retrouver ici, et qui donc fait partie des gaz à effet de serre, mais bien sûr à un bien moindre niveau que le gaz carbonique. Vous avez aussi le méthane, qui peut être produit naturellement, mais aussi produit par l'agriculture, produit par l'élevage, et des gaz à effet de serre dont on a moins disons l'idée au départ, mais qui sont ceux qui agissent sur la couche d'ozone, c'est-à-dire ces fameux CFC que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, l'ozone troposphérique, pas stratosphérique, troposphérique, et qui est produite en fait à partir, entre autres, du dioxyde de titane, enfin d'azote, par donc le protoxyde d'azote, sous l'effet du rayonnement UV. Donc, plus on a des périodes de soleil intense, plus on va avoir de production d'ozone, et l'ozone qui aussi participe à cet effet de serre. Mais on voit que c'est essentiellement le dioxyde le gaz carbonique qui est impliqué. Alors, ces émissions de gaz carbonique en France, elles sont calculées actuellement, on les suit. D'ailleurs, il y a une monétarisation du gaz carbonique actuellement, puisqu'il y a des échanges au niveau international au cours des différentes COP. Il y a des décisions qui ont été prises pour faire en sorte de diminuer cette production. Il y a les pays qui en produisent le plus doivent payer, et ceux qui en produisent peu, par contre, peuvent d'ailleurs servir, si vous voulez, de caution en faisant racheter leur faible production de CO2. Ce qui est un système assez aberrant, je trouve. Mais là, ces émissions de gaz carbonique en France, on voit qu'elles sont essentiellement, on voit là ici, donc il y a le transport routier, ici pour 25-26%.
Vous avez le bâtiment résidentiel, c'est-à-dire le chauffage pour essentiellement, résidentiel tertiaire, ici, aux alentours de 25%, donc un quart et un quart. L'industrie, finalement, seulement une vingtaine de pourcents, et puis l'agriculture, quand même, 15%. Les transformations d'énergie, et puis d'autres sources. Vous voyez donc un camembert qui montre qu'il y a en fait donc une production de ce gaz carbonique qui est assez donc bien répartie, si on peut dire. Ça veut dire que tout le monde doit intervenir ensuite dans cette diminution. Et pas seulement le transport, bien sûr on est tous impliqués, vous avez donc bien sûr en tête tout ce qui s'est passé autour du diesel, et alors que ça faisait déjà 20 ans qu'on disait qu'il y avait un problème avec le diesel, et donc il y aura certainement une évolution vers le véhicule électrique, ou sûrement d'ailleurs dans les années à venir. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le transport, il y a aussi les autres sources, donc il va falloir agir, en particulier, on le voit bien, sur le bâtiment, avec toute donc la transition écologique et énergétique qui conduira vers une amélioration de l'habitat en termes énergétiques. Alors maintenant, voyons un peu les pays qui produisent le plus. Je disais tout à l'heure qu'il fallait absolument que les États-Unis ne se retirent pas de l'accord de Paris. Vous voyez, d'abord c'est la Chine. La Chine, c'est catastrophique, 30%. Alors, donc, il faut espérer que la Chine ne se retire pas. Il semble qu'elle ait dit qu'elle allait donc faire rester dans l'accord de Paris et diminuer ses émissions qui sont absolument énorme, associé à son développement, associé au fait que l'énergie en Chine, ça vient de quoi? Ça vient du charbon. Il y a un peu, bien sûr, de barrages et donc d'énergie qui vient d'usines hydroélectriques, mais c'est quand même essentiellement le charbon. Et on continue à construire des centrales à charbon en Chine. Je suis allée il n'y a pas longtemps au Vietnam, c'est la même chose. Au Vietnam, on construit des centrales à charbon pour donc booster ces économies qui sont en émergence. Avec un nombre d'habitants énorme, on arrive à 70 millions, 80 millions d'habitants au Vietnam actuellement, alors qu'on était à 20 millions il y a encore seulement quelques années, il y a 40 ans. Donc, vous voyez, ça, il y a la Chine, les États-Unis, des consommateurs absolument énormes, donc 15%, l'Inde, la Russie aussi, 5%, le Japon. On voit que la France, à travers ça, mais c'est pas grand-chose, c'est à peine 1%. Donc, on se dit, mais alors, et nos efforts, ça va servir vraiment à quelque chose? En fait, il faut que tout le monde s'y mette, c'est bien évident qu'il faut que tous les pays donc, participent à l'effort global. Et on peut espérer que la France, qui a servi quand même, qui a eu un rôle tout à fait d'entraînement dans cette histoire, puisse continuer à le faire. Mais on voit aussi que, eh bien, donc, si en 2014, la Chine, les États-Unis, l'Inde ont compté pour environ 50% des émissions mondiales de gaz carbonique, eh bien, il y a des très fortes disparités entre les pays. En effet, les Américains, par habitant, produisent 7 fois plus de gaz carbonique qu'un Indien. Donc, il y a aussi cette question des inégalités. Et on peut comprendre que les pays qui veulent se développer disent, mais oui, vous avez pollué donc de façon extrêmement importante et quasi, disons, à moyen terme définitif, parce que le gaz carbonique, ça ne s'élimine pas comme ça dans l'air. Donc, eh bien, nous voudrions aussi nous développer. Donc, il faut vraiment des actions collectives pour pouvoir changer. Maintenant, je vais en arriver au sujet, c'est-à-dire les impacts sur la santé. Et on va voir aussi, je ne vais pas simplement avoir un discours négatif, il y a des choses à faire, on peut en le faire dès maintenant, il y a des projets qui se développent un peu partout, et en particulier en France, qui doivent garder son rôle leader pour ce développement. Alors, donc ici c'est un document qui sort de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est un des départements, en quelque sorte, une des agences de l'ONU, et qui s'est beaucoup préoccupé ces dernières années de cette question du changement climatique. Et sur le site, les sites de l'OMS, vous pouvez trouver beaucoup de choses sur cette relation
entre changement climatique et santé. Alors, tout d'abord, il considère qu'il y a un effet direct qu'on va voir, mais il y a aussi tous les effets indirects, hein. Ceux que j'évoquais concernant l'ozone. Et en fait, si on a... donc, on va avoir une augmentation de l'ozone troposphérique, mais on risque aussi d'avoir un appauvrissement de l'ozone stratosphérique, donc plus d'exposition aux UV avec un impact direct sur le plan sanitaire. Un effet sur la biodiversité, la désertification avec la dégradation des sols, la baisse des ressources en eau douce. Donc voilà tous ces effets indirects qui peuvent bien sûr avoir une incidence au niveau de la santé. Voyons ça maintenant de plus près. Je vais le faire en prenant des exemples concrets pour que vous vous rendiez compte de ce que ça signifie tout ça. Alors, cette diapo et plusieurs que vous verrez sortent d'une exposition pédagogique qui a été élaborée par l'INSERM et à laquelle j'ai participé et que vous pouvez retrouver si ça vous intéresse pour des informations auprès des jeunes en particulier, ou moins jeunes, et qui a été réalisée en 2015, juste avant la COP21. Donc, pour expliquer de façon simple quels seraient ces impacts sanitaires du changement climatique. Alors d'abord sur les maladies infectieuses, cardiovasculaires, cutanées et cancéreuses, les maladies liées à la malnutrition, les stress après des événements extrêmes, les stress thermiques, etc. On va revoir cela. Et donc, tout d'abord, comment j'ai dû appuyer ça, voilà. Excusez-moi. Voilà. Alors, tout d'abord, des effets directs et des effets indirects. Et alors, les effets directs, bon, c'est ceux qui, quand il y a des événements extrêmes, hein, qu'on a déjà vus, les stress thermiques sévères, la canicule, mais aussi, ça peut être de la douceur hivernale qui provoque l'augmentation du développement d'un certain nombre de germes, l'humidité, hein, donc tout cela sont les effets directs qui peuvent avoir des effets sanitaires, bien sûr. Et puis, vous avez les effets indirects que j'évoquais, avec une augmentation en particulier des maladies infectieuses associées à l'évolution de la qualité de l'eau, la propagation d'un certain nombre de vecteurs, en particulier des insectes, et ce que j'évoquais concernant la qualité de l'air, et en particulier la présence d'ozone. Alors, en fait, si on réfléchit à cette relation entre l'homme et son environnement et l'impact du changement climatique sur la santé, il faut introduire donc un concept qu'on a mis en avant avec l'élaboration du 3e plan national santé-environnement et qui a été repris dans la dernière loi de santé. C'est le concept d'exposome. Alors, ce n'est pas moi, même si j'étais une de ceux qui ont porté ce concept, c'est pas moi qui l'ai inventé, il a été porté par le directeur général du Centre international de recherche sur le cancer, qui est un centre de l'OMS, et qui voulait essayer de mettre en relation les facteurs qui augmentent, disons, qui sont liés à l'apparition des cancers. Vous savez qu'il y a quand même une évolution tout à fait inquiétante d'un certain nombre de cancers actuellement, et l'environnement. Quelle est la part de l'environnement dans l'augmentation de certaines formes de cancer? Et quelle est la part disons, des spécificités de l'individu? C'est-à-dire mettre en relation le génome avec toutes ses conséquences, transcriptome, métabolome, etc., ce que nous, les biologistes, nous avons mis en avant au cours des 30-40 dernières années, et l'environnement. Il n'y avait pas d'équivalent pour mettre en relation l'environnement avec tout ce qui représente. Il a lancé cette idée de l'exposome. L'exposome, c'est donc tout ce qui est extérieur à l'organisme, donc à l'individu, et qui va
faire en sorte qu'il y aura ou du mieux-être, du bien-être, ou du mal-être, et pouvant aller jusqu'à des pathologies. Alors, ce concept d'exposome, quand on a voulu le mettre en avant, il a fallu ensuite qu'on aille l'expliquer aux politiques qui ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Mais je trouve que ça permet de voir comment on peut justement donc, mettre en relation ce qui se passe au niveau d'un individu, d'une population aussi, et ce qui se passe de façon globale dans l'environnement. Parce que si vous considérez l'environnement, vous allez avoir justement la question de pollution, le changement climatique, la circulation planétaire aussi des populations, des animaux, l'urbanisation, le changement d'usage des sols. Et puis, en face de ça, vous avez les vulnérabilités individuelles, ce que vous êtes, hein, et puis le fait que vous êtes à un certain moment de votre vie, les enfants, les personnes âgées, un état de santé fragile, de la précarité, etc. Les pays en voie de développement. Donc, et dans ce contexte-là, si on considère l'exposome en y introduisant le changement climatique, on voit qu'effectivement, il va y avoir dans les populations, et dans ces populations, des individus qui vont être plus, disons, sensibles que d'autres à ces changements. Il y en a qui s'en sortiront très bien, qui sauront s'adapter, quelle que soit cette évolution, et puis il y en a d'autres qui ne pourront pas s'adapter et qui vont être les cibles, justement, de ce changement climatique à travers tous ces, donc tous ces stress, si on peut l'expliquer ainsi, tous ces stress qu'ils vont subir. Donc, ce concept, on l'a fait, donc on l'a mis en avant de façon plus claire, et vous, si vous regardez de près sur le site du ministère de la Santé, vous verrez qu'en exergue de la dernière loi, il apparaît, ce qui nous les scientifiques, beaucoup plu, hein, qu'on a réussi à mettre cela en avant. Et vous pourrez aussi trouver cela, c'est donc Christopher White, ce directeur général de l'Institut de recherche sur le cancer, qui est à Lyon, hein, donc site de l'OMS, qui est à l'origine de ça avec d'autres. Et depuis maintenant, il y a de très grosses études en Europe et aux États-Unis pour voir comment on va pouvoir donc utiliser ce concept pour traiter de cette relation complexe entre l'homme et son environnement, y compris en y introduisant le changement climatique. Et là, vous voyez, sur la question de la pollution atmosphérique, on peut mieux cerner ce que ça veut dire que l'exposome. Vous avez l'individu qui va avoir sa propre physiologie, hein, et associé à ce qu'il est, à son génome. Et puis, donc, il est exposé via donc, la pollution environnementale, la pollution actuelle. Bien, bon, il est exposé à toutes sortes de stress, et ça, cette relation entre cette exposition qui est multiple, hein, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des sols, les micro-organismes aussi qu'on va retrouver dans l'environnement, et bien tout ça va être associé au développement d'un certain nombre de pathologies. Et donc la pratique actuelle, qui est celle des épidémiologistes ou des cliniciens, c'est d'associer un facteur de risque, par exemple une pathologie avec une bactérie, ça on le comprend bien, mais un facteur de risque qui peut être l'exposition à des pollens ou à une pollution atmosphérique avec une pathologie. L'idée ici, c'est de faire en sorte de pouvoir associer l'ensemble de ces expositions pour pouvoir avoir une meilleure appréciation et ensuite, surtout, protéger les populations et protéger les populations vulnérables pour diminuer les facteurs d'exposition qui sont les plus pertinents et qui, donc, faire une hiérarchie, si vous voulez, dans les décisions à prendre en termes de gestion au niveau global. Ce qui est quelque chose de très complexe, bien évidemment, et qui actuellement est ce à quoi se heurtent les pouvoirs publics en grande partie. Alors, en plus de cette question d'exposome, qui est donc un individu face à son environnement, il y a le fait que, en fonction de la période de la vie où un individu est stressé par son environnement, il peut y avoir de grosses différences.
Et ça, c'est aussi des données qui ont été acquises au cours des 20 dernières années. Avec donc la mise en avant qu'il y a des périodes particulièrement sensibles, la période de gestation, et vous avez tous entendu parler de la question des perturbateurs endocriniens, hein, la période de gestation qui est particulièrement sensible, et ça a été montré aussi pour la pollution atmosphérique, ça a été montré pour les effets de la chaleur ou des changements de température également. Donc là, une période de vulnérabilité importante, la toute petite enfance, bien évidemment, particulièrement sensible, et surtout dans les pays en voie de développement, et qui seront sûrement les premiers à souffrir de ce changement climatique avec ce qu'il représente en termes de dégradation de leur environnement, et également la fin de vie, la période où des pathologies apparaissent, des pathologies chroniques apparaissent, et où il peut y avoir aussi une plus grande vulnérabilité donc, aux facteurs environnementaux. Donc à la fois cette question de l'exposition globale et le fait qu'en fonction des étapes de la vie, eh bien, on n'est pas soumis, on ne réagit pas de la même façon. Maintenant, après cette introduction un petit peu longue peut-être et assez générale, on va passer à des exemples concrets. J'ai choisi quatre exemples pour vous montrer comment le changement climatique va pouvoir intervenir. Le premier, qui est celui que je connais particulièrement bien, parce que j'ai passé une très grande partie de ma carrière scientifique à travailler sur l'impact des polluants atmosphériques, en particulier, dont particulière, sur la santé. Et là, ici, c'est un schéma qui, pour ceux qui peut-être connaissent bien cette question, ça ne sera pas quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est intéressant d'avoir ça en tête. C'est tout ce que ça veut dire que pollution atmosphérique, hein, les polluants atmosphériques. Vous avez des sources naturelles de polluants, on en reviendra tout à l'heure en ce qui concerne le changement climatique, des sources naturelles qui peuvent être les volcans, les feux de forêt, même la mer, les vagues. Et puis vous avez les sources dites anthropiques. Ces sources anthropiques, c'est celles que j'évoquais tout à l'heure, qui sont associées à notre monde industriel, que ce soit le transport, les usines, et donc qui vont conduire à des émissions. Et il y a également tout ce qui se passe dans l'atmosphère. J'ai évoqué la question de l'ozone tout à l'heure, qui, sous le rayonnement du soleil, est produite dans la troposphère, donc à partir d'un certain nombre d'émissions qui viennent en particulier des véhicules, du trafic. Donc cette chimie à l'intérieur de l'atmosphère, qui correspond à des polluants dits secondaires, ça va contribuer à une des parties qui est la moins bien connue de cette pollution atmosphérique. Donc on a à la fois des gaz, des oxydes d'azote, des composés organiques volatiles, du dioxyde de soufre, et puis on a de l'ozone, et puis on a des particules, c'est ce qu'on appelle l'aérosol, c'est ça qu'on respire. En plus, il faut avoir en tête que dans cet aérosol, on a des particules organiques. Hein. Il y a des bactéries, des spores de bactéries, des virus, des champignons, des spores de champignons, des pollens, c'est tout cela qui est respiré. Et là, justement, sur ces polluants, il va y avoir un impact important du changement climatique. Et on le sait déjà, on a pu le montrer au cours des évolutions qu'on a vues au cours des dernières années. Le changement climatique modifie la qualité de l'air, en particulier, donc, je l'ai déjà dit, l'ozone, la quantité d'ozone dans l'atmosphère, avec un rayonnement UV qui risque d'être plus important, donc production plus importante d'ozone dans la troposphère. Et l'ozone est un gaz qui agit comme un oxydant donc sur les voies respiratoires, mais aussi sur la végétation, donc il va altérer les fonctions respiratoires et les particules. Alors, les particules fines, vous en avez tous entendu parler hein, ces derniers temps, c'est un des sujets centraux de cette question santé-environnement, qui sont émises par le transport, le chauffage, mais aussi les usines, bien sûr, mais également ces particules secondaires qui se forment dans l'atmosphère.
et qui sont... Alors l'agriculture, je oubliais l'agriculture, qui aussi est à l'origine, via les épandages d'engrais, de production de ces particules. Voilà. Alors le facteur climatique va jouer un rôle dans la modification de la composition de ces polluants atmosphériques. Et si on arrive à faire qu'il y ait disons, une atténuation, les anglo-saxons parlent de mitigation, donc une atténuation de ce changement climatique, de l'élévation de température, on n'aura vraisemblablement pas trop de catastrophes. Par contre, si on n'a pas, on n'obtient pas cette diminution, on risque d'avoir une augmentation, comme vous allez voir. Donc il va falloir du coup trouver aussi des mesures d'adaptation. Alors ces termes de atténuation, adaptation, c'est très utilisé dans les rapports du GIEC, où ils étudient des scénarios pour voir comment, en fonction de l'augmentation de la température qui peut être prévue à 50 ans, 20, 30, 40, 50 ans, eh bien, on aura plus ou moins d'augmentation, justement, par exemple, ou parfois de diminution de ces différents éléments. Alors, pour les particules fines, par exemple, particules de matter, se mesurer en fonction du diamètre aérodynamique de ces particules, eh bien, déjà, du changement climatique, s'il y a plus d'incendies de forêt, qui est prévisible, si on ne fait rien, plus d'incendies de forêt, on le voit déjà, hein, en Australie, en Californie, hein, en Russie, il y a des incendies absolument gigantesques de façon répétée, et les prévisionnistes considèrent qu'en France, on risque d'en avoir également, en particulier dans le sud-ouest, hein, dans la région des Landes. Donc, incendies de forêt qui vont être spontanés avec l'augmentation de la sécrétion par les résineux, par exemple, de terpènes. Eh bien, là, émission de particules, hein, et en masse, en quantité énorme, avec des effets sanitaires extrêmement importants, qui ont été mesurés déjà, par exemple, quand il y a eu les grands incendies de forêt en Californie et aussi en Russie. Les vents de sable, hein, qui se produisent déjà, mais qui vont augmenter avec la sécheresse dans la zone du Sahel et qui arriveront jusqu'ici en France, plus bien sûr le trafic et l'industrie. Alors sur quoi peut-on agir? Essentiellement là-dessus, hein, c'est-à-dire essayer de diminuer les productions qui viennent de facteurs anthropiques. Hein. C'est beaucoup plus difficile d'agir sur ces phénomènes-là, les phénomènes naturels. Donc il faudra agir, et c'est ce qui est déjà commencé avec toutes les mesures qui sont actuellement préconisées là-dessus. Alors autre chose, à travers le monde, il y a des inégalités concernant la pollution atmosphérique qui sont absolument énormes, hein, et qu'on voit ici. Alors c'est ça, c'est sur les particules atmosphériques. Et donc plus c'est bleu, moins il y en a, c'est pas en moyenne, hein, plus c'est rouge, plus il y en a. Alors ici, la limite qui est considérée comme acceptable par l'OMS, c'est 10 microgrammes par mètre cube d'air, hein, vous voyez. Il n'y a pas beaucoup de parties du monde, hein, où on se trouve dans au niveau de cette limite-là. En fait, en Europe, on en est plutôt aux alentours de 25 actuellement, parce qu'il a fallu, à travers des discussions entre les différents pays européens, faire en sorte de se trouver avec une cote mal taillée qui ne correspondait absolument pas aux demandes des experts, hein, mais il a fallu se trouver donc dans cette zone-là. Alors ici, vous voyez qu'il y a tout ce qui est en rouge là, c'est d'abord toute la région de l'Afrique, Afrique subsaharienne. Là, c'est que c'est essentiellement associé au vent de sable que j'évoquais tout à l'heure, hein, avec le Sahara, mais également au fait que dans toute cette région subsaharienne, il y a des mégapoles, hein, énormes, et que la façon de se chauffer, de faire la cuisine, eh c'est avec du charbon de bois. Et vous voyez, donc ici c'est surtout aussi la région des déserts. En Europe, on est plutôt dans cette zone. On n'est pas comme ici ou là dans le bleu, hein, donc on n'est pas vraiment bien, mais on n'est quand même pas trop catastrophique. Et puis il y a tout cela, vous voyez ici. Alors ici, c'est la Chine,
c'est l'Inde, c'est les zones où on a justement ce développement très important industriel, donc toute la région aussi de l'Asie du Sud-Est, et où on se trouve avec des concentrations actuellement en particules atmosphériques qui sont devenues insupportables, au point que les populations en Chine, dans les mégapoles chinoises, actuellement se révoltent. Il y a des mouvements, on n'en parle pas trop en Europe, mais je peux vous dire qu'il y a des mouvements de protestation extrêmement virulents, et que les expatriés, donc européens, et en particulier français, ne veulent plus, quand ils ont des enfants, partir en Chine actuellement, ou en Inde, à cause du niveau de pollution atmosphérique. Il se trouve en fait aux alentours de 10 fois le niveau qui est considéré comme devant déclencher une situation disons d'urgence, où on fait des alternances de trafic actuellement en France, sur les règlements européens, à partir de ces données européennes, et que vous avez vu. Donc, et je peux vous le dire après en connaissance de cause, parce que j'ai fait récemment une conférence dans le cadre d'un séminaire qui est organisé par les médecins du travail des grands groupes du CAC 40, à cause de ça. Ils se demandent comment faire, parce que leurs jeunes expatriés avec enfants ne veulent plus partir. C'est donc un vrai problème. Et associé donc à cette question de l'utilisation trop massive, donc à la fois de la voiture en Chine, et aussi maintenant en Inde, même si c'est à moindre niveau, et surtout de l'utilisation du carbone, du charbon. Alors, là, je vais vous convaincre qu'il faut vraiment faire quelque chose. Là, c'est une étude actuelle qui a été réalisée donc au niveau européen, donc financée par l'Union européenne, coordonnée par l'Institut de veille sanitaire, c'était l'appellation encore récente de l'INVS, qui s'appelle maintenant Santé publique France. Sylvia Medina, qui est docteur dans cet institut qui s'occupe des questions de pollution atmosphérique, a coordonné cette très grosse étude sur 25 villes européennes pour décider, en fait, pour donner des moyens, disons, des arguments à l'Union européenne pour légiférer et donner de nouvelles normes, donner de nouvelles directives dans le cadre de ces particules fines, de la pollution atmosphérique, avec un chiffrage aussi du coût pour la santé. Et alors, ce qu'ils ont fait, que je trouve vraiment intéressant, vous trouvez cette étude qui s'appelle AFECOM sur le site de l'Institut en question, donc Santé publique France, et ils ont calculé le gain d'espérance de vie dans les différentes villes, les 27 villes en question, si on revenait au niveau de l'OMS, c'est-à-dire 10 microgrammes par mètre cube de particules fines, de PM2,5, particules fines. Et alors, donc ici, vous voyez les dépassements. La seule ville qui ne dépassait pas, en moyenne annuelle, c'est Stockholm. Dublin, c'était pas mal. Alors, on va prendre les villes françaises. Là, vous voyez Toulouse, c'est pas trop mal, 14e. Le Havre, Rouen, et puis ensuite Bordeaux, 15, Strasbourg, 18, Lyon, 19, je crois, 16, oui, je lis pas 16, je lisais pas trop. Voilà. Vous voyez, Paris, et alors il y a Marseille, je ne sais plus où est Marseille, ici, qui est celle-là, qui est la ville la plus polluée. Alors, ça c'est en moyenne annuelle. Ce qui veut dire qu'il y a, quand on dit moyenne annuelle, ça veut dire qu'il y a des moments où il y a beaucoup plus que ça. Et en Paris en particulier, quand on a des pics de pollution par les particules fines, on arrive à près de 100, c'est-à-dire bien plus qu'à Bucarest, qui est aux alentours de 40 en moyenne annuelle. Mais si on regarde maintenant ça en gain d'espérance de vie, vous voyez que si à Bucarest, on revenait à 10 microgrammes par mètre cube, il gagnerait 22 mois, en global sur la population, 22 mois d'espérance de vie. Et donc à Marseille, eh bien, on en gagnerait quand même aux alentours de 9. Et des études qui ont été reprises récemment par l'Institut de veille sanitaire, Santé publique France, eh bien, montrent qu'on considère qu'il y a environ 48 000 décès anticipés. Ça ne veut pas dire que c'est des décès comme sur la route, par un accident de voiture. Un décès anticipé
à cause de cette pollution par les particules. Alors si on considère que le changement climatique risque d'augmenter cela, vous voyez que ça peut poser de sérieux problèmes. Et c'est ce qui risque de se passer s'il n'y a pas de politique climatique. Ça, c'est une étude qui a été réalisée par l'organisme qui, en France, modélise justement les mouvements de tout ce qui concerne la pollution atmosphérique, l'INERIS, l'Institut national sur les risques industriels. Et donc, en utilisant les modèles aussi du GIEC et de Météo France, s'il n'y a pas de politique climatique, on va voir une augmentation, donc plus de décès anticipés associés de pathologies. Il n'y a pas que les décès, il y a l'asthme, il y a les maladies cardiovasculaires qu'on connaît. S'il n'y a pas de politique climatique, par contre, si on arrive à procéder à une atténuation à 2 degrés, en agissant sur le transport et sur l'industrie, eh bien au contraire, on va avoir une amélioration importante. Donc on a tout intérêt, bien sûr, à faire en sorte d'atténuer, et de faire en sorte, donc, ce sont des données de ce type, bien sûr, qui ont conduit les politiques à choisir disons, de façon globale, peut-être qu'il y aura les États-Unis se seront retirés, puisqu'il est 10 heures moins le quart, mais il faut espérer que non. Et ils se sont retirés. Ben voilà. Ça, il faut. Voilà. Donc, et tout ça pour des intérêts purement à court terme. C'est ça qui est terrible. Pour des intérêts à court terme. Alors, bon, voilà ce qu'on peut dire déjà sur la pollution de l'air. Maintenant, on va passer au pollen. J'ai jusqu'à quand là pour. On va passer au pollen. Alors, la production de pollen. Donc là, et la croissance des végétaux qui vous intéresse en particulier en zone rurale, hein, bien sûr. Alors, le CO2, c'est un très bon facteur pour augmenter la croissance des végétaux. Donc, on va avoir, avec l'augmentation de la température, de la lumière, l'humidité, on va avoir donc production plus importante de CO2. Si on ne fait rien, on va avoir donc une production plus importante de pollen et une modification dans la répartition géographique. On va regarder ça de plus près. Et en particulier, je trouve que ça c'est intéressant, justement toujours à partir de modélisation, la migration des espèces végétales en relation avec le changement climatique. Vous avez déjà, parce que ça a été pas mal médiatisé ça, vous avez déjà vu ça sûrement, en considérant donc que si on ne fait rien, espérons que malgré tout, une décision comme celle de Trump ne soit pas suivie des faits, parce que moi c'est ce que je pense. En fait, c'est pas parce que le président de la République américaine décide actuellement une telle chose que c'est possible de revenir en arrière. Je crois qu'on ne reviendra pas. Donc il y aura un mouvement général qui se produira au niveau mondial. Alors, donc là, la migration des espèces du sud vers le nord, bon, eh bien, en particulier, il y a des mauvaises herbes, on peut appeler ça comme ça, l'ambroisie, donc je ne vais pas l'évoquer, les graminées, les cyprès, les chênes verts, et ce qui est quand même tout à fait intéressant, c'est de voir qu'il va y avoir des remplacements complets si on ne fait rien, d'après bien sûr les spécialistes des végétaux, hein, ça a été fait là, donc, au sein de l'INRA en France, avec, donc, en utilisant les modèles qui sont développés par donc les climatologues, eh bien, on va avoir des remplacements complets de certains végétaux, en particulier le chêne vert qui voit son extension très importante, le pin maritime, par contre d'autres arbres qui seraient reportés vers d'autres zones au niveau européen. Et donc, c'est la conséquence de ce changement climatique sur les pollens, ben, ce sera une hausse de la concentration en pollen, modification des dates de floraison et de pollinisation, stimulation de la croissance végétale et des grains de pollen, et bon, augmentation des personnes allergiques donc, à ces pollens, avec une aggravation de leurs symptômes. Et pour illustrer ça, j'ai pris l'exemple de l'ambroisie, que vous connaissez sans doute. Hein. Ambroisie, cette mauvaise herbe qui est arrivée donc en France hein, par en fait, le transport, la mondialisation, et qui a démarré
moi, il y a au moins une cinquantaine d'années, hein, ici, là, puisqu'elle est arrivée par Marseille, paraît-il. Donc ici, et puis on voit ici toute sa zone d'extension actuellement. Hein. Donc une zone d'extension extrêmement importante. Et quand on s'est rendu compte que l'ambroisie, c'était un des pollens les plus allergisants, enfin un des plus allergisants, le cyprès, c'est pas mal aussi, le bouleau, c'est pas mal également, les graminées, bien sûr, mais c'est quand même très allergisant. Quand on a vu les problèmes que ça posait, il y a un observatoire de l'ambroisie qui s'est mis en place. Enfin, donc on a commencé à agir il y a maintenant près de 10 ans. Hein. Mais vous voyez cette extension qui est tout à fait importante et qui se manifeste aussi par une évolution de l'index pollinique de l'ambroisie. Donc vous voyez ici. Et en plus, donc cette ambroisie, comme d'autres pollens, eh bien, ils vont interagir. Attendez, il me semble que j'avais une autre. Non. Voilà. Ils vont agir avec d'autres allergisants, les moisissures. Donc, pollen et moisissures, surtout si avec une élévation de la température, donc on a plus de moisissures à l'intérieur des maisons, associé d'ailleurs avec le fait qu'on va calfeutrer plus. C'est-à-dire qu'avec les nouveaux bâtiments, et même les bâtiments anciens qu'on modifie pour avoir un gain énergétique, ce qui est une excellente chose, eh bien on risque malgré tout d'avoir plus de développement de moisissures à l'intérieur des locaux. Et ça, c'est une des problématiques que les experts du domaine santé-environnement qui sont impliqués dans cette question de la transition énergétique posent aussi beaucoup aux politiques, et surtout à ceux qui réalisent les travaux et les décisions qui sont prises. Faites attention dans les maisons, dans les immeubles, qu'ils soient publics ou privés, faites attention à ce qu'il y ait des systèmes d'aération qui fonctionnent correctement et que vous ne vous retrouviez pas avec des contaminations qui se développent en quantité importante, en particulier associées au développement des moisissures. Ça, c'est un point important. Donc, il y a tout cela. Les contaminants atmosphériques que j'ai évoqués qui qui augmentent la réaction allergique. Donc, tout cela peut jouer un rôle dans le développement de l'allergie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Eh bien, il faut donc absolument, c'est ce qu'on demande, qu'il y ait pour cet aspect-là, donc on l'a vu déjà, ce qu'on pouvait éventuellement faire pour la pollution de l'air, mais pour l'aspect pollen et allergie, eh bien, il faut absolument qu'il y ait une prise en compte de la composante santé dans le choix et l'entretien des espèces végétales en zone urbaine et suburbaine. Il y a une trop mauvaise connaissance, dans certains cas, des espèces qui peuvent être allergisantes, et donc il faut absolument éviter, d'autant plus qu'elles peuvent aussi proliférer si on considère une évolution dans le futur de la température. Donc, il faut faire dès maintenant attention à cela. Et le ministère de la Santé est sensible à ça. Il y a des listes qui seront fournies, y compris donc chez les vendeurs de végétaux, indiquant précisément les espèces qui sont allergisantes. Alors c'est vrai aussi si elles sont toxiques, parce qu'il y en a qui sont toxiques et qui ne sont jamais indiquées comme telles. Et donc cette liste sera fournie, il y aura une obligation d'étiquetage, c'est ce que nous avons demandé, il y aura une obligation d'étiquetage pour faire en sorte au moins de prévenir, et en particulier les collectivités locales, de choisir telle espèce plutôt que telle autre. Et puis alors, j'évoque ce réseau national de surveillance de la qualité des allergènes, le RNSA, qui fait un magnifique travail. C'est une association qui fait un magnifique travail sur justement le suivi des pollens en France et qui est très utile pour prévenir non seulement les malades, mais aussi les médecins qu'il va y avoir un pic de pollution, qu'il faut faire en sorte que ceux qui sont allergiques aux différents pollens que j'évoquais, donc qu'ils puissent se traiter en prévention ou bien éviter il y a toute une série de gestes qu'il faut faire dans ces cas-là. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire dès maintenant pour éviter les problèmes à venir.
Maintenant, les maladies vectorielles. Alors, les maladies vectorielles, c'est une autre des préoccupations donc associées au changement climatique. Une préoccupation qui est particulièrement importante, hein, surtout dans cette zone du sud-est, sud-ouest. En effet, ces maladies vectorielles sont associées donc au développement d'un certain nombre d'insectes, surtout ici. On parle beaucoup du moustique, hein, moustique tigre. Il y a aussi les tiques, hein, qui est la maladie de Lyme, qui se développe actuellement de façon très importante en France et en Europe. Mais ce qui nous préoccupe pas mal, qui n'est pas seulement associé à la question du changement climatique, hein, parce que c'est plus complexe, mais c'est l'extension du moustique tigre, qui est porteur d'un certain nombre de pathologies graves, la dengue, le chikungunya, et le Zika aussi, dont on a beaucoup parlé l'été d'aller après l'hiver dernier, hein. Donc c'était là en 2016, qui pourrait se retrouver aussi ici. On a déjà des cas de dengue et de chikungunya dans cette région, et des cas autochtones, pas des cas qui viennent à partir disons, de l'arrivée de gens qui avaient été contaminés à l'extérieur. Et puis, même éventuellement le paludisme. Alors, donc ce vecteur, le moustique tigre, il est quand même assez préoccupant. Il est arrivé aussi à cause de la mondialisation, essentiellement par le transport de vieux pneus. Je ne sais pas si vous saviez cela. Oui, parce qu'en fait, ce moustique, vous le voyez ici, hein, on l'appelle moustique tigre, vous voyez, à cause de ses rayures, là. Pas très gros, hein. Il est très sédentaire. Et il aime bien vivre à l'intérieur de maisons ou dans des petits confinements. Donc ce qui lui plaît, justement, c'est un habitat humide, où il va pouvoir pondre et se développer. Ça va être, en particulier, des vieux pneus qu'on peut laisser comme ça en tas, et Dieu sait si dans un certain nombre de pays, sûrement pas ici, mais on en trouve. Hein. Et puis ces vieux pneus, donc ils sont transportés. Et il est arrivé vraisemblablement en Europe, et en particulier dans cette zone, par ce transport de vieux pneus. Et puis ensuite, eh bien, il s'est adapté et il a évolué au cours des années et il a progressé. Et on le voit ici, c'est la zone où on a donc ces moustiques sont implantés et actifs. Donc, et vous êtes directement concernés, vous voyez ici là. Hein, et donc, mais on l'a retrouvé, hein, on a retrouvé des moustiques tigres aussi dans la région parisienne. Hein. Donc l'été dernier, il y en avait. Alors, quand on a un hiver froid, en fait, les larves ne se développent, donc en général, elles disparaissent. Hein. Les œufs, les larves se disparaissent, donc ça éradique le moustique. Mais si on a de plus en plus d'hivers doux, et c'est pourquoi d'ailleurs il s'est implanté dans cette région, parce que vous avez des hivers doux justement, eh bien, il s'adapte et il prolifère, et dans la région de Marseille en particulier, c'est devenu vraiment une préoccupation majeure. Et alors, ce moustique, son problème, c'est qu'il est très désagréable, il pique, et en particulier, il aime beaucoup la peau des jeunes enfants. C'est ce que les gens de Marseille nous avaient évoqué quand on a nous ont présenté les résultats. Alors, vous voyez d'une année sur l'autre l'évolution. Hein. Ici, c'était en 2014, les zones où on l'avait retrouvé. Ici, en 2015, vous voyez qu'il y en a encore, il y a plus encore de zones. Hein. Donc, il se développe, vous trouvez ça sur le site de la ville de Marseille. Il se développe, son nom savant, c'est Aedes albopictus. Hein. C'est pas exactement le même que celui qu'on va retrouver en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Hein, c'est une autre espèce, mais qui aussi transmet de la même façon ces virus, hein, maladies vectorielles. Et enfin, la chance, si on peut dire, c'est que Aedes albopictus, donc le moustique tigre, transmet moins bien que les moustiques qu'on retrouve, enfin qui est aussi de la famille Aedes, qu'on retrouve justement sous les tropiques. Hein, par chance. Mais malgré tout, il transmet ces virus. Alors, il transmet comment? Par piqûre. Il fait un repas de sang. Et s'il donc absorbe le sang d'une personne qui est contaminée par le virus, il va transmettre ensuite à la personne suivante. Et
c'est comme ça que les épidémies dans les Antilles, en Guyane, à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie ont explosé très très rapidement. Et alors à ce moment-là, quand ça commence, on sait très bien qu'il faut agir très vite parce que la propagation peut être très rapide. Jusqu'ici, on n'a pas eu ce type de problème en France métropolitaine, mais ça viendra. Ça viendra, et d'ailleurs le ministère de la Santé s'en préoccupe de façon très sérieuse. Alors, il y a aussi là aussi des modélisations qui ont été faites en relation avec le changement climatique, où on voit, alors là ici, vous voyez, c'était les zones d'extension du moustique à la fin du XXe siècle, et ici, donc on voit, alors ici c'est quasiment la situation actuelle, et ici on voit que toute la France et déjà une partie de l'Europe du Nord, le sud de la Grande-Bretagne, donc serait envahi par ce moustique tigre, avec les conséquences, parce que la France, en fait, transmet différents types une famille de virus, en fait, un groupe de virus qu'on appelle les arbovirus. Et donc il n'y a pas que la dengue, le chikungunya, la Zika, il y a aussi le virus Nile, etc. Il y a toute une série de virus dont on connaît plus ou moins bien le développement, l'étiologie, et ce que ça peut faire sur des populations qui n'ont jamais été exposées. Donc ça, c'est un problème très sérieux, et qui est pris vraiment très au sérieux par les pouvoirs publics. Hein. Vous voyez d'ailleurs, tous les organismes publics qui se sont préoccupés de ça dans le cadre de ce travail. Alors, simplement pour montrer ce qu'on peut faire, et ce qu'a fait la ville de Marseille, et qui est tout à fait intéressant, ils ont fait vraiment un travail de communication important, parce que le moustique est vraiment installé sur la ville, et la région de Marseille, est très gênant, parce que ces piqûres sont très désagréables, en particulier pour les jeunes enfants, ça provoque aussi des réactions allergiques, et il y a en plus ce problème potentiel de transmission vectorielle. Alors, donc ils ont des fascicules de communication pour prévenir. Parce que comment faire quand on a ce type de virus, de moustiques? Alors, ou bien vous utilisez de la chimie, les insecticides. Or, ces virus, et donc ces moustiques, ils sont quasiment maintenant résistants à tous les insecticides. En particulier celui qu'on a utilisé beaucoup dans les Antilles, la deltamétrine, qui est un pyrétrinoïde, encore très utilisé aussi ici en France métropolitaine. Donc, ils sont résistants. Les autres insecticides sont quasiment tous interdits. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une épidémie qui démarre? C'est un vrai problème. Donc, la solution, c'est d'éviter qu'il y ait un développement de ces moustiques. Et comme ils se développent essentiellement donc, dans les eaux stagnantes, et bien faire en sorte que les habitants des zones où il y a déjà des implantations, eh bien, ils fassent tout ce qu'ils, de façon individuelle, ils fassent ce qu'il faut pour supprimer ces eaux stagnantes. Alors, vous voyez, c'est expliqué de façon très précise. J'ai repris ça c'est une capture d'écran sur le site de la ville de Marseille. Et la personne qui s'occupe de ça adore faire des conférences où elle explique tout ce qui a été mis en place, et de façon très intéressante, très pratique. Alors, éviter les soucoupes sous les pots de fleurs, dans les jardinières, vous voyez, faire attention aux gouttières, les rigoles, et les systèmes d'évacuation. Il y a les terrasses aussi, couvrir pendant l'hiver les piscines. Donc, des choses extrêmement pratiques. N'empêche que quand une épidémie démarre, eh bien, il y a un réel problème. Pour l'avoir vécu directement, puisque je fais partie du Haut Conseil de santé publique et qu'on a eu une saisine il y a 2 ans quand l'épidémie de chikungunya a démarré, elle était déjà démarrée aux Antilles, mais surtout en Guyane. On nous a dit ça risque de se propager à très grande vitesse. On le voit à travers. Et qu'est-ce que vous faites? Il n'y avait que la possibilité d'utiliser alors des insecticides pour traiter. La deltamétrine, on ne pouvait pas l'utiliser, elle était, les moustiques de Guyane étaient résistants. Du coup, on a été obligé d'autoriser
un insecticide qui était déjà interdit, qui est interdit en Europe, le malathion. Et il se trouve que très peu de temps après, il a été classé comme cancérigène probable, possible, pas probable, possible par le Centre de recherche sur le cancer de Lyon, de l'organisme de l'OMS que j'évoquais tout à l'heure. La ministre de la Santé a dit on arrête tout. Et l'épidémie a continué à se propager. Or, ça n'est pas rien d'avoir ce type de maladie. Hein. Et donc, dans les Antilles, en fait, une grande partie de la population a été contaminée par ces virus, que ce soit la dengue ou le chikungunya. Alors qu'on développe une résistance, mais il y a une petite fraction de la population qui développe des formes graves. Et c'était tout le problème. Comment faire dans ces cas-là? Et là, pour le moment, on n'a pas encore de stratégie claire pour éviter ce type de propagation. Donc, je vous le dis parce que vous pouvez vous retrouver confronté à ça. Allez voir sur le site de Marseille, discuter avec, pour ceux qui ont des responsabilités et qui, si le problème existe ici, discuter avec eux pour voir comment ils ont procédé pour éviter justement qu'il y ait une propagation de ce fléau, puisqu'ils le considèrent comme un fléau. Alors le paludisme, je n'en dirai rien, mais il y a un risque quand même aussi de retour du paludisme ici en Europe. Et je terminerai maintenant par les infections qui peuvent aussi évoluer. Alors bien sûr, ça ne risque pas trop de nous concerner ici en France, hein, parce que les infections qui sont associées à l'élévation de la température, modification de la qualité de l'eau, telles que choléra, fièvre typhoïde, les diarrhées, tout cela, c'est pas trop ici qu'on risque quand même d'avoir cette problématique-là. C'est essentiellement, bien sûr, dans les pays qui vont être les plus exposés à cette élévation de la température, c'est-à-dire les pays en développement, en particulier l'Afrique ou l'Asie, hein, pour une partie des pays d'Asie. Et je voulais terminer là-dessus. Donc on évoquait, je ne sais pas qui évoquait là, tout à l'heure, le fait que le permafrost est en train de fondre, hein, si je peux dire, et qu'il libère des quantités d'ailleurs non négligeables de gaz carbonique. Et eh bien, on a découvert, ça c'est des publications récentes, là, de 2015, pour la science, oui c'est ça, mais qui venait d'une publication dans PNAS, qui est une très grande revue scientifique, hein, à un comité de lecture. Eh bien, en fait, on a découvert un virus géant dans le permafrost sibérien, et on a d'ailleurs d'autres virus du même genre qui ont été détectés. Hein. Ce virus géant a été gelé depuis extrêmement longtemps, des millénaires, et on a pu le réactiver, donc il fait 600 nanomètres. Normalement, un virus, c'est de l'ordre de quelques nanomètres, donc c'est presque la taille d'une bactérie. Hein. Et alors, a priori, il n'était pas pathogène, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des virus pathogènes pour l'homme qui risquent de se réactiver, pour lesquels on n'a développé aucune résistance, aucune capacité donc, de pouvoir résister? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Alors je vais arrêter donc ça. Voilà, donc comme pour on arrive à la fin là, de cet exposé, comme pour les autres risques qu'on a vus, eh bien, les agents infectieux vont agir en relation avec la chaleur, un stress, des contaminants chimiques. Donc on va avoir aussi là une association de facteurs de stress qui peuvent conduire chez les populations les plus fragiles à des pathologies. De sorte que certains ont évoqué ça, hein, changement climatique, les chevaliers de l'apocalypse, c'est à partir d'une publication de chercheur qui s'appelle Ogden, et qui donc imagine que le changement climatique avec les famines, la guerre, les épidémies, la mortalité, les migrations, ça va conduire à l'apocalypse. Il faut espérer que non, hein, malgré les décisions américaines, il faut espérer que non. Moi je crois qu'il faut toujours garder l'espoir de faire quelque chose. Et en conclusion, donc on a vu que les effets du changement climatique sont multiples, hein, ils concernent des pathologies
qui, pour la majorité, ne sont pas nouvelles, elles sont fréquentes, et qui ont généralement d'autres causes, mais le changement climatique ajoute une couche à tout ça, un facteur de stress supplémentaire, et donc ça augmente les risques de plus de ces pathologies, et surtout pour les populations les plus vulnérables, dans lesquelles il faut prendre en considération non seulement les facteurs individuels, mais aussi socio-économiques, comme je l'ai déjà dit. Et qu'une gestion intégrée de ces effets sanitaires des stress environnementaux doit être promue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre juste un facteur, il faut les considérer de façon globale. Il ne faut pas considérer que ça va venir d'en haut, les décisions, que il y a un cas faucon, c'est l'État qui doit faire, ou c'est la collectivité régionale, locale. Il faut que chacun participe à cet effort collectif. Et il faut espérer que quand même la conscience qui a été, qui commence à devenir mondiale, eh bien, elle conduise à ce qu'il y ait une évolution. Et quand on va dans ces pays en particulier du sud-est asiatique, on voit que les gens prennent conscience de ça. Et donc des points de discussion, ne pas séparer l'étude de la santé de l'étude de l'environnement, c'est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, on a demandé que dans les plans d'urbanisme et les plans de transport, il y ait toujours une prise en compte au niveau local, au niveau régional, au niveau national, qu'il y ait une prise en compte de ce facteur santé. Et on est en train de travailler au Conseil de santé publique, à la suite d'une saisine, sur la façon de prendre en compte ça. Il y aura certainement des textes qui vont sortir pour voir comment il y ait une prise en compte dans les PLU et autres, donc tous les plans que vous connaissez mieux que moi, une prise en compte de cette question de santé et d'environnement. Alors, et puis, acquisition bien sûr de connaissances, les observatoires, biomonitoring. Et là, pour moi, je le défends toujours, le rôle du citoyen est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'avis des sachants, des experts. Il n'y a pas seulement ceux qui regardent avec leurs connaissances, avec tous les moyens dont on peut disposer, nous, dans les milieux scientifiques. Il y a aussi la connaissance de terrain. Je prends un exemple. La perturbation endocrinienne, ce sont disons, des écologistes, dont des écologistes, non professionnels, qui l'ont constaté. Par exemple, des pêcheurs qui ont vu qu'il y avait des poissons qui, de façon très bizarre, avaient des changements de sexe, donc de l'hermaphrodisme et des choses comme ça, et qui l'ont signalé et qui ont permis ensuite de se poser la question scientifiquement. On s'est dit, eh bien oui, il y a des problèmes. Donc, l'individu, chacun à son niveau, peut apporter quelque chose aussi à ces niveaux-là, à la collectivité, d'où le rôle que jouent actuellement les associations dans ce domaine. Et donc il n'y a pas que le savoir scientifique qui joue, il y a aussi le savoir profane, et ça me paraît moi quelque chose de très important. Alors, donc, je vais aller jusqu'au bout là, de ce que je voulais dire. Bon, ça, ce point que aussi je trouve ça important. Une réduction globale, même modérée des expositions est toujours utile. Bon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, aussi dans certains cas, il y a des associations en particulier qui sont très ayatollahs, qui veulent aller toujours plus loin. Il faut aussi voir comment, sur le terrain, il faut être pragmatique et voir comment on peut gérer les situations. Et puis, les points noirs ne sont pas uniquement ceux où se concentre un seul facteur de stress, mais aussi les endroits où plusieurs facteurs coexistent, même si c'est discret. Là aussi, c'est quelque chose d'important. Alors, pour en savoir plus, on a organisé à la Société française de santé et environnement, que je présidais encore il y a 1 an et demi, on a organisé un congrès juste avant la COP21 à l'Hôtel de Ville de Paris, qui a le même titre que la conférence. Vous pouvez retrouver tous les diaporamas et aussi des textes de recommandation qu'on a d'ailleurs publiés sur ce site, ici. La revue Environnement Risque Santé, qui est notre revue qui publie beaucoup d'articles dans le domaine santé-environnement. Il y a un article qui est en ligne que vous pouvez trouver sans problème, de Jean-Pierre Besancenot, qui est le directeur de recherche émérite au CNRS, sur changement climatique et santé. Là, vous avez des indications pour ceux qui sont intéressés.
Et puis, merci de votre attention. J'étais un peu long. Peut-être même un peu court, parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement d'avertissements à lancer. Alors c'est vrai, Trump, on espérait qu'il n'allait pas jusqu'au bout. Mais j'étais aux États-Unis il y a 15 jours, 3 semaines, à New York, et je vous assure, tous les Américains des côtes, là, les grandes villes, ils sont contre à fond. Hein. Ils étaient très préoccupés de cette question. Donc je ne sais pas comment tout ça se terminera. Mais... Quand on regarde la carte mondiale, justement la carte où il y avait du bleu et du rouge et du jaune, enfin du jaune et du rouge, on voit que sur le continent américain, même du sud au nord, à part la région de New York, tout est bleu. Bah oui, c'est donc, ça, c'est Trump, les zones pour eux c'est pas... Pour Trump, il doit dire, mais nous on est à l'écart de ça. Il n'est pas sur la planète. Oui, parce qu'en fait, il ne raisonne qu'à court terme. Il n'est pas tout seul, hein. C'est un raisonnement à court terme, là, vraiment. Mais quand même, hein, parce que le directeur général d'Exxon était pour... c'est pour ça que c'est absolument incompréhensible. Mais il y a là, quand on parle de conflit d'intérêts, hein, si je peux me permettre, c'est autre chose que nous. Je pense que rassurant quand même ce que vous avez dit. Bon, si, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Non, c'est pas une raison, au contraire. Il faut réagir. Enfin, est-ce qu'il est... Il ne faut pas perdre de temps. Et chacun pas perdre de temps, que chacun ait conscience de ça. Est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui? Oui. Bonsoir, messieurs, dames et messieurs. Voilà, on parle beaucoup de CO2, mais on ne fait rien. C'est un peu politique, c'est mondial, c'est l'argent. On a enlevé le chemin de fer, qui marchait très bien. On a enlevé le chemin de fer et on a mis des camions sur les routes. Pourquoi on a mis des camions? C'est politique, c'est du pognon, voilà. Alors on veut lutter, mais on ne fait rien pour arriver. Le chemin de fer, je trouve que c'est une bonne solution, mais personne ne veut les faire. Voilà. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Complètement. Mais la situation qu'on vit actuellement, effectivement, elle est associée à des choix politiques qui ont été faits il y a 50 ou 60 ans et dont on voit actuellement qu'ils ont été mauvais. C'est vrai qu'en particulier pour le fret, pourquoi est-ce qu'on a laissé péricliter le transport de fret par le chemin de fer ou par la voie d'eau, comme vous disiez, et qui ne sont pas polluants, alors qu'on a tout mis sur les routes avec tout ce que ça pose comme problème, parce qu'il n'y a pas que les problèmes de pollution atmosphérique, hein. Il y a le bruit, il y a les accidents, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Donc là c'est vraiment des choix qui ont été faits à courte vue, comme le choix d'arrêter de se sortir de décisions prises de façon générale. Ça, c'est vraiment des choix à courte vue. Et mais vous savez, donc malheureusement, les gens comme moi, les scientifiques, quand on voit, il y a des analyses économiques et sanitaires qui sont faites, on prévient, mais il faut bien reconnaître que malheureusement, il faut des années et des années avant qu'on finisse par nous écouter. J'ai bien connu l'histoire du diesel, et encore récemment, mais il a fallu 25 ans pour, à partir du moment où on a pu voir qu'il y avait une problématique avec le diesel, pour qu'on arrive à se dire maintenant qu'il allait falloir changer son fusil d'épaule. Pas seulement d'ailleurs à cause des particules, c'est aussi les oxydes d'azote qu'on évoquait là. Et là, donc, il y a, ça c'est vrai, je suis d'accord, et je reconnais que le rôle des associations, c'est pour ça qu'il faut que le public, moi je vais beaucoup faire des conférences de ce genre, parce que je pense que le public joue un rôle important. On ne peut pas, nous, experts, être seuls. Alors bien sûr, on nous écoute, mais avant que les décisions soient prises, il
faut vraiment que tous les intérêts aillent dans le même sens. Et quand il y a des intérêts économiques très importants en jeu, c'est en général pas l'avis de l'expert sanitaire, en tout cas, qui prime. Je suis obligée de le dire, hein, c'est la vérité. Je voudrais simplement dire que l'Allemagne abandonne les centrales nucléaires et reprend les centrales à charbon. Je sais, oui. D'ailleurs, on ne l'a pas regardé de trop près, mais l'Allemagne a un taux de production de CO2 2 fois supérieur à celui de la France. 2 fois et demi supérieur à celui de la France. C'est le pays d'Europe qui produit le plus de CO2. Oui, bien sûr. Et quand on voit les gens de EDF, ils disent oui, c'est bien gentil d'arrêter les centrales, mais vous voyez ce qui se passe en Allemagne. Le problème, c'est qu'il va y avoir une période sans doute un peu longue avant de trouver un équilibre entre effectivement, cette réduction des émissions qui va bien avoir malgré tout d'une façon ou d'une autre, et puis c'est vrai que le risque nucléaire, on ne peut pas le nier, il existe également. Mais ça n'a pas d'effet sur le changement climatique, ça c'est clair aussi. Les panneaux, qu'est-ce les panneaux solaires De toute façon, théoriquement, normalement, dans la loi de transition énergétique, si on n'allait pas abroger ce qui est très peu probable, dans la mesure où le nouveau ministre de l'écologie peut aller au contraire encore plus loin, il y aura donc les énergies renouvelables, mais il n'y a pas quand même que les panneaux solaires, hein, et que l'éolien, il y a le géothermique, donc il y a quand même, c'est ce qu'ils appellent les spécialistes du domaine, le mix énergétique. Et donc, on est dans l'Europe avec l'Espagne emploie les déserts et tous ces... Alors ça, c'est autre chose. La France, et qu'on mange. Ça, c'est autre chose. J'aurais pu vous faire, j'avais proposé ça d'ailleurs, faire un topo sur les pesticides, je connais bien aussi la question, mais c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le changement climatique. C'est vrai que en Europe... Pardon ? Ça va dans les eaux quand même, où se produit chimique. Si, les Espagnols sont soumis aux mêmes normes que les Français, que les Allemands, etc. Ce sont les normes européennes. Alors, s'ils ne les appliquent pas, ça c'est vrai que... Moi j'aurais du melon espagnol, moi j'aurais du melon français. Ah, mais moi j'aurais pu donc vous faire un autre topo et je vous aurais dit, il faut les circuits courts, bien sûr. Non, mais c'est là qu'il faut lutter. Il y a la pollution de l'eau, vous en parlez, mais vous n'en parlez pas. Cette lutte, c'est à nous de la faire. À chacun de nous. Non, mais c'est pas... Oui, non, mais c'est à nous de la faire. C'est à nous à réduire notre consommation. C'est pas à nous à dire il faut du nucléaire, il faut de l'éolien, tout ça. C'est à nous de moins consommer. C'est à nous de faire du économie durable. Merci. Non, mais c'est là qu'il faut faire. C'est là qu'il faut agir. C'est chacun de nous. Je vois pourquoi cette conférence, ça va me faire parler. Non, mais c'est vrai que la prise de conscience... Moi, j'ai été très convaincue, j'ai un certain nombre de collègues, je travaille avec des spécialistes, des climatologues, donc en particulier de l'Institut Simon Laplace, qui est un énorme institut du CNRS, essentiellement basé sur la région parisienne, où il y a des centaines de chercheurs. Et c'est là qu'on trouve les grands climatologues, et vous avez tous sans doute entendu Jean Jouzel, je sais pas si ça... et qui a dirigé cet institut et qui a été un des directeurs du GIEC. Et donc, ils m'ont convaincu qu'il y avait là vraiment un problème avec cette question de climat. C'est vrai que là, l'alerte, si on peut parler de ça, les lanceurs d'alerte, ça a été, pour le changement climatique, ça a été les climatologues qui ont décidé de se réunir dans ce GIEC, groupement sur le climat, et ils ont réussi à convaincre les politiques aussi.
Alors, on avait, nous, à un certain moment, avec d'autres collègues, proposé, dans le cadre des tables rondes sur santé-environnement, des conférences environnementales, c'était, je crois, il y a 2-3 ans, la ministre de l'écologie, c'était M. Goven, et on lui a dit, mais pourquoi ne pas créer un GIEC pour santé-environnement, parce qu'elle est très sensible à ça. Mais apparemment, ça avait l'air de poser trop de problèmes. Et donc, il ne souhaitait pas qu'on se lance dans ce genre d'opération. Mais je pense qu'il faudrait faire ça pour se faire plus entendre au niveau mondial. C'est vrai qu'on je voudrais vous demander, par rapport au retrait des États-Unis de l'accord de Paris, j'entends bien qu'en fait, pour que cela soit effectif, ça prendrait plusieurs années. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que dans ce cas-là, on a la chance. Ils se sont engagés avec des signatures, hein, parce que Donald Trump, donc vous avez bien vu comment ça se passait avec d'autres de ses engagements, hein, où il a finalement, même au sein, enfin au niveau américain, il s'est retrouvé confronté avec un certain nombre de contre-pouvoirs, et en particulier les chambres, le Sénat, et, la Chambre des représentants. Donc c'est pas, je pense que ça peut pas, c'est pas parce que lui dit que les choses vont se faire comme ça. Moi, c'est ce que j'ai entendu aussi, hein, des collègues qui connaissent mieux que moi. C'est donc la façon dont ça fonctionne dans le cadre de ces accords intergouvernementaux. Et là, ça paraît très difficile, hein, mais il ne faudrait pas que la Chine, qui a décidé d'agir, se retire, parce que vous avez vu le niveau de production par la Chine. Mais les raisons qui font que la Chine, à mon avis, ne se fera pas, parce que les Chinois les dirigeants chinois, ils sont très pragmatiques. Leur population, actuellement, ne supporte plus dans les mégapoles, là où ils ont jusqu'à 50 millions de gens qui sont avec un niveau de pollution absolument terrible, ils ne supportent plus. Hein, donc, il faut bien qu'ils agissent. Et ils ont commencé à agir. En Chine, ils ont déplacé, ils ont enlevé les grands mégapoles comme Shanghai et Pékin. Oui, ils les mettent dans des zones. C'est vrai, vous avez raison. Le problème, c'est que pour leur développement, ils ont besoin de produire de l'énergie et tout est là. Or, ils ont des ressources en charbon qui sont extrêmement importantes. Et est-ce qu'ils seront suffisamment raisonnables pour faire que... Toujours pareil, on vole de court terme. C'est pourtant pour nos enfants, les petits-enfants, qu'on doit agir. Pas pour nous, parce que je pense qu'on n'aura pas, nous, à voir ça directement, même si on commence à avoir des effets. Il y a des effets, ces histoires de moustiques, on n'en parlait pas du tout il y a encore 15 ans. Ici, qui nous interdisent de ne pas trouver, il n'y a qu'un pas. La cause du métal. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Une conférence devant un public qui est quand même convaincu et qui a un certain âge, je vois en moyenne. Est-ce que vous allez dans les lycées pour sensibiliser cette population? Parce que c'est l'âge de nos petits-enfants. Et je n'ai pas le sentiment que beaucoup d'entre eux sont encore... il y en a beaucoup qui soient sensibilisés par ce sujet quand même. Ils vivent pleinement ce qu'ils ont à 20 ans à vivre, mais pas... peut-être pas trop dans ce domaine. Et on fait quelquefois, on est un peu rabat-joie. Oui, c'est tout à fait vrai. Oui, moi, ça m'arrive aussi d'en faire auprès des populations de jeunes aussi. Je suis d'accord avec vous que c'est plus difficile de sensibiliser les jeunes à ça. Mais par contre, il y a des associations de jeunes qui se sont vraiment, des associations militantes, hein, qui se sont vraiment mobilisés pour ça. Il y en a une en particulier qui s'appelle Génération Cobaye, qui fait, qui elle alors, donc c'est communiquer avec le public jeune par tous les moyens qui
vous connaissent parfaitement, y compris vous dans les rêves parties, les concerts de rock, enfin tout ce que vous pouvez, ou de bebop, etc. Enfin, je ne sais pas trop. Donc, oui, plutôt. Et donc, il les sensibilise avec de façon vraiment assez efficace. Et ils ont, je ne sais pas, entre 20 et 30 ans, hein, les militants de cette association. Il y en a plusieurs de ce type dans ce domaine. C'est pas mal, parce que quand Gilles de Gênes se déplaçait dans les lycées, il avait un impact extraordinaire auprès des jeunes. Ah oui, les jeunes qui ont aujourd'hui une cinquantaine d'années. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, bah moi j'interviens aussi dans les lycées, ça m'arrive d'intervenir. Ouais, j'ai un certain nombre de collègues qui font ça aussi. Hein. Je ne suis pas toute seule, heureusement d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez anxiogène. Je comprends que ce soit... C'est pour ça qu'il faut toujours montrer qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut agir aussi. Hein. Or, il faut que ce soit les jeunes qui prennent ça aussi en compte. Quand on voit qu'ils changent de smartphone tous les 8 jours, et quand on voit ce qu'utilise un smartphone pour être produit, avec donc, les métaux rares, etc., on se dit quand même, ça aussi, il y a tout ça, ce gaspillage effréné qu'il faudrait absolument pouvoir réduire. Il faudra du temps pour ça. C'est un changement de société qui est à considérer. Le changement de société, c'est pas facile à dire. Je pense pas à la décroissance, mais la croissance à l'infini, ça c'est autre chose. Changer une façon de vivre, changer de... Mais il y en a quand même. J'étais donc je parlais des pesticides parce qu'il y a pas longtemps, là, donc j'étais à côté de Pleuhermel à la demande d'un groupe d'associations, dont des AMAP, hein, vous savez ce que c'est là. Et c'était des jeunes qui m'avaient demandé de venir, enfin des jeunes assez jeunes, oui. Il y avait beaucoup de monde, c'était en pleine campagne, une centaine de personnes. Alors je leur ai parlé de pesticides et de bio, ils étaient très contents, parce qu'ils étaient tous convaincus, forcément. Oui, mais en fait, il y avait des enseignants qui étaient là, et qui parlent de ça à leurs élèves. Alors bien sûr, hein, c'est des petites gouttes d'eau, hein, on ne peut pas faire, c'est difficile de faire autrement. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de convaincre les politiques. Hein. Ça, Pardon. Pour revenir à ce que vous dites, c'est vrai qu'on est un peu dans une société schizophrène, parce que d'un côté on dit il faut recycler, il faut essayer de garder un maximum de temps les objets, et de l'autre, effectivement, on nous dit il faut consommer, on ne consomme pas assez, il faut toujours consommer plus. Donc, qu'est-ce qui va sortir, le moins ou le plus là-dedans? On ne sait pas trop. Bien, on comprenait que tous ces pays émergents veuillent aussi, nous on a pollué, on a beau jeu maintenant de leur dire calmez-vous, ils ont droit aussi au progrès. Donc, c'est vrai qu'on est coincé là-dedans, c'est un peu difficile de s'investir plus. Oui, vous avez complètement raison. On est un peu schizophrène, hein, avec on nous pousse à consommer toujours plus. On parle toujours de croissance. Hein, dès qu'on n'a pas une croissance sur une année, c'est la catastrophe. C'est vrai que c'est associé aussi au travail, hein, à la production d'emplois. Mais il y a aussi d'autres façons de travailler, certainement, que celles qu'on imagine avec la production. Donc bon, je pense qu'on est vraiment à une charnière, un changement de société. Et que ça prendra un peu de temps, mais il faut qu'on arrive à évoluer vers une société qui soit moins consommatrice de tout ce qu'on a sur la Terre, et puis avec plus de bien-être pour tout le monde. C'est ça aussi qu'il faut. Dans la notion de la santé environnementale de l'OMS, il y a la notion de bien-être. Il ne faut pas seulement voir les côtés négatifs. Non, c'est pas voir forcément les côtés négatifs, mais je crois que quand même on est petit parce que face dans le domaine du transport et de l'énergie, à deux monstres, enfin que j'appelle deux monstres, il y a deux lobbies. Pourquoi justement on ne développe pas ou ralentit les énergies renouvelables et les énergies douces, d'une part, ou les économies d'énergie.
Et d'autre part, pourquoi, justement, tout à l'heure, je reviens dessus, pourquoi on ne développe pas le transport du fret par la voie ferrée ou par la voie d'eau? Parce qu'il y a deux lobbies qui s'appellent le lobby du pétrole et le lobby de l'uranium. Donc avec tout ce qui découle autour du pétrole, l'automobile, le transport, etc., et l'uranium, le nucléaire, etc. Et je crois que c'est contre ça qu'il faut se battre, mais effectivement, on est petit par rapport à ces deux monstres. Rien à dire, c'est tout à fait vrai. Et on se rend bien compte que quand on a sur ces problèmes sanitaires où tout le monde devrait être d'accord, les lobbies industriels parfois contre tout bon sens résistent absolument terriblement. Un autre sujet sur lequel je suis beaucoup, c'est celui des nanoparticules, nanotechnologies. Là, j'étais venue faire une cours là-dessus il y a 3-4 ans. Là. Et donc il y a un sujet, là, vous en avez peut-être entendu parler dans les médias, moi je suis intervenue pas mal en tout cas, qui concerne l'utilisation de dioxyde de titane dans les sucreries, bonbons, gâteaux, etc., que consomment particulièrement les enfants. Quel intérêt ça a? Strictement aucun autre que de les donner, c'est ce colorant blanc là qu'on voit sur les dragées, et qu'on mélange avec du bleu, du vert, de tout ce que vous voulez, et qui attire en fait les enfants et les pousse à en consommer plus. Eh bien, on est en bagarre actuellement avec les industriels de l'agroalimentaire pour faire en sorte qu'ils arrêtent d'utiliser ce type de composants. C'est un additif alimentaire autorisé, mais qui pose problème quand il est sous forme nano. Et bien, je vous assure que, et pourtant, il y a des associations qui sont puissantes aussi, puis il y a la parole des scientifiques. Je vous assure que pour le moment, on n'y arrive pas. Hein. Je sais pas. Je crois qu'il y en a certains pour des raisons aussi de publicité qui vont finir par abandonner. C'est pas un mouvement seulement en France, hein. C'est international. Aux États-Unis, Donuts a décidé d'arrêter. Mais là encore, il y a 2 jours, j'étais à une réunion au ministère de l'écologie où il y avait cette bagarre avec les syndicats professionnels de l'agroalimentaire. Et quel intérêt? Là, on voit bien, dans certains cas, on peut se dire, bon, il y a peut-être un intérêt, mais là, quand il n'y en a pas, pourquoi continuer? Sinon, pour des raisons, effectivement, de Moi j'ai une question. Vous parlez des incidences pour le climat sur la santé. Moi j'ai une question. Vous voulez nous parler de l'incidence du climat sur la santé, donc sur l'agriculture, puisque c'est l'alimentation qui nous dit la santé. J'aimerais savoir si les excès auxquels dont on est sujet ces dernières années vont se multiplier pour aller croissant ou pas. Cette année, avec la chaleur et la végétation a démarré très tôt. Ensuite, un excès de froid. Nous sommes arboriculteurs, toutes nos pommes gelées. Je me demande si c'est une exception ou si c'est une situation qui va se renouveler souvent. Ouais, je ne suis pas climatologue, je ne peux pas vous répondre. Je comprends hein, la situation pour vous, pour les agriculteurs, c'est vraiment, quelle que soit la spécialité, c'est catastrophique. Pour les viticulteurs, c'est pareil, pour les céréaliers, enfin bon. Et moi, ce que j'entends dire des climatologues, c'est que justement, d'ailleurs, on ne parle plus trop de réchauffement climatique, même si il faut voir ça en termes global, comme je l'ai montré, hein, c'est-à-dire moyenné sur les années où on voit l'évolution. Mais c'est plutôt changement climatique, c'est-à-dire le fait qu'on a une perturbation du climat qui fait qu'il y a plus d'événements extrêmes, ce que vous évoquez, c'est-à-dire des périodes, des hivers doux, puis ensuite, suivi, il y a eu une période de grand froid, là c'était au mois d'avril, où à Paris on grelottait, on avait presque de la neige. Alors je vous dire, est-ce que c'est... il faudrait que ce soit Jean Jouzel qui vous réponde, là, moi je ne saurais pas trop dire. Est-ce que ça va se reproduire? C'est ce que, en tout cas, prétendent, à partir de leur modèle,
Mais bon, espérons qu'il se trompe. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut agir, parce que si on arrive à contrôler le phénomène, peut-être qu'on arrivera aussi à rétablir. Parce que l'homme, autant on peut se dire, on peut agir sur les transports, on peut agir sur l'utilisation des pesticides, tout ça, autant sur les grandes, disons, tout ce qui fait le climat. À partir du moment où on a mis le doigt dans un engrenage, je ne sais pas trop dans quelle mesure, à court terme, on peut modifier effectivement ça. Ça, c'est le problème. Hein. Il faut espérer que non, en tout cas. Il y a quand même une chose je pense que dans les syndicats professionnels, ils réfléchissent vraiment à tout ça et essaient de trouver des modes d'adaptation. Il y a donc l'atténuation, c'est-à-dire faire en sorte qu'on arrête la machine et qu'on n'arrive pas à une augmentation qui soit supérieure à ces fameux 2 degrés qui ont été mis donc un peu comme une limite à ne pas dépasser. Et il y a aussi la façon dont on va s'adapter à ce changement. Et c'est là qu'effectivement, donc sur le plan de la vie de tous les jours, et pour en particulier les professionnels, il faut voir comment on peut s'adapter. Je sais que dans le domaine de la santé, pour ce qui concerne la canicule et les grands froids, qui risquent de se reproduire aussi de façon assez récurrente, eh bien, les responsables sanitaires ont mis en place des plans qui, maintenant font que quand il y a une canicule, comme en 2003, eh ben, on n'a plus 30 000 morts en France. Voilà, donc on fait en sorte d'anticiper, de voir comment on peut mettre en place un plan. Il faudrait que sur le plan de l'agriculture, que je ne peux pas répondre parce que ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas ma compétence, mais que des choses comme ça se fassent de façon dans les coopératives, dans les syndicats professionnels. Et d'après ce que j'ai compris, ils s'en préoccupent réellement. Il y a aussi une prise en compte de ça, pour savoir comment agir, comment peut-être des espèces plus résistantes aussi, des choses de genre. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est peu de choses. Hein. Voilà. Mais je comprends très bien. Je trouve que j'ai passé moi, toute mon enfance en Bretagne, en milieu agricole, donc je comprends ce que ça veut dire pour les agriculteurs, ces problématiques-là. C'est quelque chose qui est vraiment tout à fait dramatique. Comme l'épidémie de fièvre aviaire dans le sud-ouest, c'est dramatique.